Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à Mon Espace Santé. Cette fois-ci, on vous expliquera comment vous, en tant qu'éditeur de solutions, comment faire pour faire référencer votre solution dans le store de Mon Espace Santé. Donc ce webinaire vous sera présenté par Jean-Marc Chevillier. Comme d'habitude, le replay vous sera envoyé par mail directement après la fin de ce webinaire avec l'adresse utilisée pour vous inscrire. Et le support de présentation est déjà en ligne, je vais vous mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. On ne pourra peut-être pas répondre à tout parce qu'on va être un peu nombreux aujourd'hui, mais on fera le maximum. Voilà, Jean-Marc, je te passe la main et puis bon webinaire à tous. Bonjour à tous, merci pour votre présence et pour partager avec nous ce moment autour de Mon Espace Santé qui a fait l'actualité donc ces dernières semaines. Et aujourd'hui, on veut plus particulièrement parler du référencement des solutions. L'idée, c'est de partager ce moment en 4 séquences. On va y aller de façon progressive avec une première séquence sur la feuille de route du numérique en santé, la stratégie, puisque forcément, Mon Espace Santé, le référencement s'inscrit dans une stratégie. Mon espace santé, on en parlera un petit peu. Le catalogue, à quoi ça sert? Pourquoi un catalogue? Qu'est-ce que ça va apporter aux citoyens? Citoyens dont je fais partie. Effectivement, je suis là aujourd'hui pour le ministère, mais je suis aussi un citoyen, usager, père de famille. Et comment faire référencer mon service numérique dans le catalogue pour être présent aux côtés de l'État sur ce beau projet. Donc, la feuille de route du numérique en santé, des avancées historiques. On vit tous ensemble un moment clé, et ce depuis 2018, avec une stratégie volontariste autour de 5 grandes orientations. Première orientation, renforcer la gouvernance du numérique en santé. Deuxième orientation, intensifier la sécurité et l'interopérabilité. On va beaucoup parler de circulation des données pour les citoyens, et forcément, il faut de l'interop pour tout ça. On va accélérer sur la partie déploiement, tout ça pour déployer au niveau national des plateformes numériques de santé. Mon Espace Santé est une plateforme nationale numérique de santé. Et avec pour objectif, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs. Dans mon ancienne vie d'industriel, j'ai essayé d'apporter des nouveautés, beaucoup de choses, des usages, et donc je partage avec vous cela aujourd'hui. Ça repose sur des valeurs éthiques, souveraines, citoyennes, et une vision, celle de l'État plateforme, qui est là pour tracer des routes, des ponts, donner les moyens aux acteurs de l'écosystème de développer de nouveaux usages au service du citoyen. On va forcément passer par la maison parce que ça matérialise la stratégie et du coup aussi ce que vous allez pouvoir apporter à tout ce qu'a déjà produit l'État. Et on retrouve les orientations, les référentiels socles, on retrouve l'éthique, la sécurité, l'interop. C'est tous les moyens, c'est tout le cadre qui va permettre de construire des fondations solides pour aujourd'hui et pour plus tard. Ces fondations, ce sont les services socles, la messagerie, le DMP, l'agenda, l'e-prescription et des outils de coordination. On trouve le drapeau européen pour plein de raisons, déjà par conviction, aussi parce que en termes de financement, on profite du plan de relance et ça nous aide à avancer. Et puis aussi pour vous, acteurs de l'écosystème, on s'appuie sur des normes d'interopérabilité internationale. Et dans les investissements, on raisonne aujourd'hui au-delà de la France. L'idée, c'est de construire une Europe du numérique en santé. Vous avez vu des communications en ce sens. La France est leader sur ces démarches-là. Et donc, au-delà de la conviction, dans les démarches d'investissement que vous pourrez avoir, il faut raisonner à l'échelon européen. Ma santé 2022, nous sommes en 2022, nous y sommes. Et donc, on a mis en route les plateformes. Et la première, c'est Mon Espace Santé. C'est des services pour les citoyens. Et encore une fois, je suis un citoyen comme vous tous. Plus tard va arriver le bouquet de services aux professionnels. Et tout ça pour produire des nouveaux services, de l'innovation avec des financements associés, on va en parler, et un engagement fort de tout l'écosystème. Au-delà de Mon Espace Santé, et si on remet ça dans une échelle de temps, on est vraiment sur du cycle long. On est sur des choses structurelles de fond, qui ont donc démarré en 2018 par la feuille de route, avec un gros coup d'accélérateur pour le
numérique en santé avec le Ségur. Hein. Le Ségur, c'est 2 milliards d'euros d'investissement. 1,4 milliard pour le soin, les établissements de santé, le médical, 600 millions pour le médico-social. Donc avec ça, avec le Ségur, on consolide les fondations de la maison, on va permettre aux données de circuler. Et puis quand on parle d'innovation, et bien là on regarde vers l'avenir, on regarde loin dans le temps, jusqu'à 2028-2030, et des initiatives fortes comme Paris Santé Campus, 400 millions d'euros, et le plan d'accélération santé numérique, c'est aussi 650 millions d'euros. Donc on retrouve la logique de tout ça sur une dizaine d'années. On bâtit un programme stratégique, on met en œuvre les fondations, on consolide l'existant, c'est l'objet du Ségur, et avec les données qui vont circuler, on bâtit des nouveaux usages au service des citoyens et des professionnels de santé. Voilà pour la première partie un petit peu stratégique qu'on souhaitait partager avec vous, qui permet de s'imprégner de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et du coup de la direction dans laquelle on va aller en termes opérationnels. Je ne sais pas si sur la stratégie, Élodie, on a quelques questions. Pour l'instant, non. Non, c'est moi. Parfait. Non, pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas, en tout cas, on va passer à la deuxième partie, mais on pourra reprendre les questions de la première partie si jamais vous en avez entre-temps. N'hésitez pas. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'était de remettre mon espace santé dans la stratégie globale et de faire le lien aussi avec le Ségur, hein, parce que sans les données qui vont circuler au travers des moyens mis en œuvre pour le Ségur, il n'y a pas d'application derrière. Du coup, on va parler maintenant de mon espace santé, plateforme numérique et citoyenne, le carnet de santé du citoyen. J'espère que vous l'avez tous ouvert. En tout cas, nous, dès le 3, dès l'ouverture, on l'a tous fait. Et je peux que vous conseiller de faire pareil. Mon espace santé, c'est conçu avec les citoyens, les professionnels de santé, tout l'écosystème. On a travaillé de façon la plus proche possible avec les citoyens, notamment avec ce comité citoyen. Il y a eu 30 citoyens qui ont été tirés au sort, un petit peu comme pour les assises, sauf que là, voilà, l'objet est un petit peu différent. Donc, des gens ont été contactés, voilà, vous avez été tirés au sort. Est-ce que vous voulez nous aider à bâtir ce système? Les gens ont répondu présent, il y a eu un travail très productif et ça nous a aidé à avancer. On a aussi, bien entendu, travaillé avec tout l'écosystème, hein, médecins, sociétés savantes, syndicats, industrie, pour voir comment on pouvait répondre de façon concrète en fonction de la stratégie et en fonction des attendus des citoyens et proposer des solutions. Et forcément, quand on écoute les citoyens, il faut des interfaces fluides, des choses simples, pratiques, conviviales, qui fonctionnent sur mobile, tablette et ordinateur. Aujourd'hui, vous avez le site web Mon Espace Santé. Sous peu, quelques semaines, vous aurez également l'application téléchargeable sur les stores, hein, Android, iOS. Voilà, on est sur une logique de temps un petit peu séparée parce que c'est des contraintes techniques différentes. Mais en tout cas, on est sur une logique d'accessibilité maximale. Et donc, en pratique, cette mobilisation collective, l'État, voilà, l'État qui donne les moyens, à la fois les moyens techniques, on en revient aux fondations, les référentiels, les moyens financiers, les conditions de sécurité et de souveraineté de la plateforme. Bien entendu, tout ça est hébergé en France. Atos, Worldline, on est sur quelque chose de souverain. Les industriels qui s'appuient sur les moyens mis en œuvre par l'État et qui vont développer donc des services référencés. Les professionnels qui vont alimenter en toute sécurité la messagerie, le DMP, au travers de leurs outils et donc au travers de tous les efforts qui sont mis en œuvre avec le Ségur. Et in fine, des citoyens qui vont utiliser ce qui provient de toute cette chaîne, mais aussi qui peuvent l'alimenter eux-mêmes. Voilà. Ils vont pouvoir rajouter des données, ils vont pouvoir donner des accès. C'est vraiment le citoyen qui décide. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel dans la démarche, dans la stratégie et dans la mise en œuvre. Du coup, en pratique, 4 grands piliers, 4 grands blocs fonctionnels. Donc on l'a dit, hein, ça s'adapte à tous les écrans. On va retrouver le dossier médical. Dans le dossier médical, tout ce qui provient du DMP, pour ceux qui avaient un DMP, j'en fais partie, on retrouve tout le contenu. Voilà. On peut aussi ajouter des documents, on peut aussi ajouter son profil médical.
antécédents, vaccination, allergies, mesures de santé, tout un tas de choses qui vont nous accompagner au quotidien. Voilà. Moi, quelque chose qui m'a interpellé quand je l'ai ouvert, c'est les directives anticipées. On y pense tous un jour ou l'autre, on se dit qu'est-ce qui se passe s'il m'arrive quelque chose. On ne l'écrit jamais. Là, on a la possibilité de l'écrire. La messagerie, on va y revenir également, la possibilité d'échanger avec son médecin des messages avec des pièces jointes qu'on pourra conserver de façon sécurisée et non pas sur des messageries autres, peu importe la messagerie, Orange, Google, Yahoo, c'est quelque part toutes les mêmes. Hein, on est dans la sphère de confiance. Le catalogue de services qui est l'objet de notre échange aujourd'hui et l'agenda qui va permettre de regrouper toutes les interventions sur la santé du patient. Voilà. Là aussi, qui pourront remonter de façon automatique ou qu'on pourra renseigner. On va rentrer un petit peu dans le détail après cette vue un petit peu large. Et donc, ce dossier médical, il va contenir les informations de santé. C'est le patient ou les aidants qui pourront les renseigner. Professionnels de santé avec des logiciels compatibles, l'aide de sortie, compte-rendu de bio, compte-rendu de radio, etc. Les applications du catalogue de services qui vont pouvoir produire des données qui vont alimenter le dossier médical et les messages reçus, donc de la messagerie qu'on va pouvoir conserver. Donc ce dossier médical, il permet à l'usager de stocker, classer, consulter tout document de santé, mesures, profil médical, carnet de vaccination et d'avoir un volet de synthèse médicale. Vous avez sur la droite quelques visuels qui permettent de voir ça de façon très, très pratique. Et on retrouve les différentes catégories dans lesquelles on pourra ranger ces documents ou retrouver ces documents. La messagerie. Alors, elle permet bien entendu d'échanger et d'être notifié. Donc, c'est une messagerie sécurisée et facile d'usage. Là aussi, vous avez un visuel sur la droite qui permet d'envoyer des messages avec ou pas des pièces jointes et d'échanger avec son cercle de soins. Je m'arrête quelques minutes sur cette notion de cercle de soins qui est essentielle. C'est-à-dire que c'est initié par le médecin. Et une fois que c'est initié par le médecin, il y a la possibilité d'avoir des échanges avec le patient. Et donc d'avoir une logique de temps, de contenu par rapport à ça, et en ayant toujours les données rassemblées au même endroit. Bien entendu, sur la partie médicale, il faut que les professionnels de santé soient connus, référencés, ça va de soi, et on s'est permis de le rappeler. L'agenda de santé qui va arriver prochainement, donc on est vraiment au cœur de la santé de l'usager, avec une logique temporelle pour retrouver tous les événements. En lien avec les autres fonctionnalités de mon espace santé, connecté aux applications du catalogue de services, des applications qui permettent de prendre des rendez-vous pour pouvoir alimenter, d'autres qui ont besoin de connaître des rendez-vous, par exemple pour récupérer des médicaments dans une pharmacie, vont pouvoir en consommer, et tout ça avec des notifications pour être informés quand il le faut. On est vraiment dans une logique de centralisation des événements relatifs à la santé des usagers, multiplateformes qui vont s'interconnecter, et donc toujours la même philosophie, avec l'usager qui va pouvoir renseigner par lui-même des informations. Et donc le catalogue, qu'on va détailler par après, qui propose aux citoyens d'interagir de manière fluide et sécurisée avec les documents et l'agenda de mon espace santé. Tout ça pour créer des usages. On a aujourd'hui quelques idées sur ce qu'on pourrait faire, mais on est certainement encore loin d'imaginer tout ce qui va se faire. Voilà. Et on compte sur toute la créativité de l'écosystème, des éditeurs, des start-upers, de tout le monde, pour créer de nouveaux usages au service du citoyen. Et encore une fois, on rappelle que ça se fait grâce au Ségur du numérique en santé, qui va permettre de fluidifier l'échange de données. Et donc toujours, on le rappelle encore, qu'on fait ça dans un cadre forcément éthique et sécurisé. On s'inscrit dans la durée, c'est important vis-à-vis des citoyens, c'est le rôle de la puissance publique. Et donc, on travaille dans ce cadre-là. Voilà sur la description de mon espace santé, qui est la deuxième séquence, avant de rentrer proprement dit dans le catalogue et donc dans le processus de référencement. Je vois qu'on commence à avoir quelques questions, Élodie. Yes, alors, petite question en lien avec la partie d'avant. Qu'est-ce qu'il y aura dans le bouquet de services aux professionnels? Alors, on va retrouver le pendant des usages côté citoyen.
Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement arrêté, mais je vais vous donner un exemple très simple pour illustrer le propos. Pour les plateformes de téléconsultation, il y en a aujourd'hui plusieurs en France, vous avez la version citoyenne qui va permettre aux citoyens de se connecter et qu'on va trouver dans mon espace santé. Et puis, il y aura le pendant professionnel qu'on va trouver dans le bouquet de services. Donc, on est vraiment dans cette philosophie, un accès patient, un accès professionnel. Et puis après, on va trouver aussi des services aux professionnels de tout type, aide au diagnostic ou autres, hein, qui vont les accompagner, toujours pareil, dans l'interaction avec mon espace santé. Et question complémentaire, est-ce que ça concerne uniquement les établissements de santé ou établissements de santé plus professionnels de santé libérale? Ça concerne tout le monde. On est en relation avec l'écosystème. Et pareil, hein, quand on parle d'éditeurs, on va le dire un peu plus loin, mais les établissements publics qui éditent des solutions peuvent être référencés. On est dans une logique de prise en charge du patient. Et le patient, dans sa vie de patient, hein, moi le premier, des fois je vais dans le public, des fois je vais dans le privé, des fois c'est chez le médecin généraliste, des fois c'est dans un centre de soins. Donc il n'y a pas de différence par rapport à ça. Alors, il est écrit partout dans la presse que mon espace santé remplace le DMP. Quelle est la vérité sur ce point? Le DMP est-il mort ou bien vivant? Alors, il est bien vivant et c'est la suite logique quelque part. C'est-à-dire que, et encore une fois, je vous parle encore une fois de mon cas personnel, moi j'en avais un, je l'ai retrouvé dans mon espace santé et en fait le DMP, il est plus accessible en tant que tel. Le DMP, c'est la partie documentaire de mon espace santé qui est alimentée par les logiciels métiers, établissements professionnels de santé. Voilà. Donc le DMP, c'est devenu une brique, mais on le retrouve, hein, vous l'aviez au début dans la maison, vous avez mon espace santé qui est la maison, et au-dessous, dans les services socles, vous avez le DMP. Donc en fait, le DMP fait partie des fondations de mon espace santé. Question suivante. Possède-t-on à ce jour, à quelques semaines de la généralisation de mon espace santé, des statistiques concernant les ouvertures de mon espace santé, des ouvertures ou des refus d'ailleurs? Alors c'est encore un peu tôt, et forcément vous imaginez bien que nous aussi on a hâte. Hein. C'est encore un peu tôt parce que les courriers sont partis, les premiers il y a 2-3 semaines, c'était le 3. Il y a 6 semaines pour s'opposer. Donc, on va commencer à avoir des statistiques et des chiffres un peu fiables dans les prochaines semaines, mais aujourd'hui, c'est encore trop tôt. Aujourd'hui, en tant qu'industriel, est-il possible de pousser des informations structurées autres que des documents? Oui, bien sûr. On va en parler un petit peu après. Des balances, des glucomètres connectés, tout un tas de dispositifs déjà peuvent pousser des informations. Poids, taille, enfin la taille, ça ne varie pas beaucoup forcément, mais l'exemple des glucomètres, il est le bon, donc oui, bien entendu. C'est autre que des documents. Peut-on synchroniser l'agenda qu'il y aura dans mon espace santé avec un agenda perso? Alors, pas directement, c'est-à-dire qu'on va le synchroniser avec les agendas professionnels qui vont faire remonter des données. Après, on pourra renseigner soi-même ses propres informations. L'usager peut-il choisir de désactiver des paramètres de mon espace santé et d'en laisser d'autres actifs? Alors, il faudrait préciser ce qu'on entend par paramètre, mais en tout cas, on peut choisir, on en revient au document. L'idée, c'est effectivement par type de document, par document, de pouvoir donner des accès ou pas. Et donc, on est sur cette logique de document. Après, si on prend mon espace santé, si on active mon espace santé, on aura accès à la messagerie, on aura accès à l'agenda, on aura accès aux documents et on aura accès au catalogue. On ne va pas pouvoir choisir de désactiver un des 4. Alors, s'agit-il de référencer des solutions e-santé existantes ou est-ce que mon espace santé va devenir une espèce de concurrent public? Bon. Donc ça, on va en parler après. Je répondrai à la question au travers des slides. On n'est pas concurrent. L'idée, ce n'est pas d'avoir un store particulier, un espace de téléchargement. On a un catalogue de référencement. Typiquement pour les apps qui seront dans Store iOS, Android, on va renvoyer faire ça. Donc, on n'est pas un espèce de téléchargement. On va offrir des garanties, on va offrir de la confiance, on va offrir la possibilité de l'échanger de la donnée.
ce qui n'est pas possible sur d'autres stores. Donc, il n'y a pas cette notion de concurrence, c'est autre chose. Avez-vous prévu d'intégrer du chiffrement de bout en bout dans la messagerie pour protéger les données médicales? Alors ça fait partie des spécifications techniques de mon espace santé, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas assez de temps, mais je ne peux que vous renvoyer vers toutes les spécifications techniques des messageries sécurisées. Alors, initié par le médecin, mais quel médecin? Lequel? Et s'il ne le fait pas ou ne peut rien faire? Alors, là aussi, bonne question. C'est a priori le médecin traitant, c'est-à-dire que c'est en tout cas un médecin qu'on connaît. Et après, le patient, il a la possibilité ou pas de dialoguer. Pour les industriels qui offrent une solution pour les professionnels de santé de type dossier patient, d'établissement, etc., faut-il se faire référencer dans mon espace santé ou attendre le bouquet de services pour les professionnels? Alors ça aussi, je vais y répondre ensuite. Si vous offrez un portail patient, je vais prendre l'exemple par exemple d'un logiciel de laboratoire ou d'un logiciel de radio. Si vous offrez au patient un portail permettant de télécharger son compte-rendu, oui, ça vaut le coup, bien entendu. Voilà. On en revient à l'idée, on va y revenir après, à la notion d'interface patient. À partir du moment où on apporte quelque chose au patient, du contenu, des données, des services, on peut être référencé. Quels seront les professionnels qui auront accès à ces services? Alors, là, pour le coup, ce n'est pas vraiment l'objet de mon espace santé, puisqu'on est côté citoyen. Après, pour les professionnels, on est plutôt dans l'alimentation, donc plutôt côté DMP et interaction au travers du Ségur. Pour répondre complètement à la question, la partie vraiment pro, ce sera le bouquet de services aux professionnels. C'est l'autre côté de la maison qu'on a vu au tout début. D'où la présentation de la maison qui permet bien de faire la part des choses. Est-ce que les applications pourront être limitées à un nombre restreint de personnes? Alors non, on n'est pas dans quelque chose de sélectif, on est dans quelque chose d'ouvert. À partir du moment, et c'est le principe, où on respecte, là aussi on va le voir un peu plus loin, des critères de confidentialité, d'interop, de sécurité, de RGPD, il n'y a pas de raison de restreindre. Donc, après, c'est le citoyen qui va choisir. On est vraiment dans une notion d'offre de service et de solution aux citoyens, et c'est le citoyen, un peu comme il le fait aujourd'hui dans un store, qui en fonction de son intérêt va pouvoir choisir. Comment intégrer l'agenda avec des outils de prise de rendez-vous comme proposés par des entreprises privées comme Doctolib? Alors, ça va se faire automatiquement, et c'est l'objet même de la discussion d'aujourd'hui, c'est le référencement. On a publié un certain nombre de critères, et en répondant à ces critères, en suivant tout le processus que je vais vous détailler après, on pourra être référencé. Où en sommes-nous sur l'ouverture de mon espace santé aux services de prévention et de santé au travail? Alors ça, c'est une bonne question, à laquelle je n'ai pas la réponse qu'on prendra, on pourra y répondre à la personne qui l'a posée. Mais voilà. Par contre, sur tout ce qui est, et là aussi je vais en parler un petit peu plus tard, tout ce qui est services proposés par la puissance publique, tabac info service et autres, on va aussi les référencer, c'est dans l'objet de la démarche. Alors, nous sommes en train de voir pour synchroniser l'agenda de notre solution avec mon espace santé. Et dans la définition des interfaces, devons-nous utiliser le MOS français défini par l'ANS ou bien FHIR, c'est-à-dire la norme internationale? Donc ça, je vais en reparler un petit peu après aussi. Ça fait partie des segments et suivants. Comment se passe la délégation des droits pour les patients dépendants? Avec les aidants. Là, on est dans le cadre général de mon espace santé. Donc là aussi, je vous renvoie au cas d'utilisation générale de mon espace santé. Et je te propose de prendre une dernière question. Il y en a encore beaucoup, mais d'en prendre une dernière avant de passer à la suite. Alimenter le DMP, oui, mais le consulter par le professionnel de santé est une nécessité. Les informations qui seront accessibles sont assez opaques pour le moment. Les ATCD, traitement chronique, allergie, etc., etc. Comment cela va concrètement fonctionner? Alors, vaste question, là aussi, c'est compliqué d'y répondre en quelques minutes, mais déjà, on travaille beaucoup pour que les établissements puissent accéder. Voilà, donc fluidifier cette donnée. Après, sur les questions de format,
J'aurais du mal à vous répondre aujourd'hui complètement, faute de temps. Je te propose qu'on avance sur la présentation et on prendra les autres questions par la suite. Merci beaucoup. Alors, le catalogue de services référencés, donc on a vu 4 grands piliers, 3 piliers mis en œuvre par l'État, et puis le 4e, donc, qui est le vôtre, tout simplement, éditeur. Et déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que je suis concerné ? Et pour savoir si on est concerné, tout simplement, est-ce qu'on fait une application mobile et ou un site web ? Voilà, tous les cas sont OK. Relié ou non à un ou plusieurs objets connectés, gratuite ou non, dispositif médical ou non. Voilà, donc dans tous les cas, on peut y aller si on fait partie de ces catégories. Un tout petit focus sur la partie gratuit ou non, parce que c'est des questions qui se posent, on en a régulièrement. On peut les référencer si elles sont payantes, si elles sont gratuites. Il n'y a pas d'obstacle par rapport à ça, et on en revient à l'éthique. À partir du moment où c'est fait de façon éthique, où c'est transparent pour l'usager sur le modèle économique, sur ce que ça va coûter, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas payant, puisque l'industriel, l'éditeur, va financer, va investir. Donc, quelque part, c'est logique qu'à la sortie, il y ait un service payant. Voilà. Ce qu'on demande et ce qu'on va vérifier dans les critères, c'est que tout ça soit fait de façon très éthique et très transparente, et c'est essentiel pour nous. Vous l'avez vu, sur tous les sujets qu'on traite, l'éthique est toujours au centre de nos préoccupations. Donc, c'est le cas, bien entendu, pour cet aspect gratuit ou payant. Pour qui on l'a dit, on s'adresse vraiment aux usagers, patients, citoyens. C'est aussi pour ça que je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions côté professionnel. Par qui public, privé, peu importe. Ce qui est édité par Santé publique France, on en discute demain, a vocation à être référencé. Et donc, dans quel domaine ? Santé, bien-être, médico-social et social, on est vraiment très, très large. Toutes les apps où il y a du contenu d'aide à la vie quotidienne ont leur place, sur les habitudes alimentaires, sur la méditation, sur plein de sujets. Tout le monde a sa place. À partir du moment où on respecte les critères, il y a déjà eu quelques questions par rapport à ça et on va y revenir. Et du coup, je vais me permettre de vous donner quelques exemples pour illustrer le propos. Mais quelque part, c'est des exemples qu'on a en tête, c'est des choses qu'on voit arriver, des gens avec qui on échange, mais c'est probablement une toute petite partie de ce qui reste à inventer, et là-dessus, forcément, on compte sur vous. Donc, on va commencer par les dispositifs connectés, DM ou pas DM. Là aussi, si on est sur du DM, on va renvoyer vers la réglementation du DM, mais on peut très bien avoir des dispositifs qui ne sont pas du DM. Poids, tension, glycémie, peu importe. Délivrance de médicaments, on voit arriver des offres de services où on télécharge son ordonnance et puis on se fait livrer ses médicaments par un postier, par quelqu'un d'autre, peu importe. Des parcours patients, on a eu déjà quelques questions sur les notions de parcours patient avec alimentation de l'agenda. Consultation de tous les documents d'hospitalisation au travers d'un portail. Donc une société qui édite un portail d'établissement. On a aussi la question il y a quelques minutes. À partir du moment où il y a un accès patient, en relation avec de l'information du document, on peut être référencé. Services de prévention et bien-être, on en a parlé, alimentation et activité physique. Tout le monde a forcément beaucoup d'exemples en tête. Mais encore une fois, c'est quelques exemples et c'est bien entendu pas exhaustif. Et finalement, on est persuadé qu'il y a beaucoup de choses à venir. Maintenant, je vais mettre dans la peau de l'éditeur, de l'industriel. Qu'est-ce que j'y gagne à être référencé ? Déjà, un marché. Une start-up qui arrive avec des nouvelles idées, en étant référencée d'un coup, c'est plus de 60 millions de Français qui me voient. Et du coup, ça va générer des trafics et des usages, au-delà même de la visibilité, pour mes services, avec l'acquisition de nouveaux clients. Voilà. Donc là, c'est une première raison. On pourrait détailler en plusieurs autres, on va dire, sous-raisons, mais en tout cas, un marché. Un engagement. Voilà. En étant dans le catalogue de services, je respecte le cadre fixé par la puissance publique. Donc, on va accélérer et pérenniser le développement économique de sa structure et on va l'inscrire dans le temps. C'est-à-dire que si on a la confiance de la puissance publique, si on est engagé avec la puissance publique, nécessairement, mécaniquement,
on s'inscrit dans la durée. Et puis l'échange de données. On en a déjà pas mal parlé, vous voyez que c'est un petit peu aussi le fil directeur. Ça va aussi permettre de filer les citoyens qui utilisent les services, de créer de nouveaux usages, bien entendu avec le consentement, au travers des données collectées. Voilà, donc on est là sur des enjeux d'image, de positionnement, des enjeux de confiance, d'intégration forte à l'écosystème et des enjeux de nouvelles pratiques à valeur ajoutée. Et donc, moi, industriel, éditeur, start-upper, établissement de santé qui va publier du contenu, forcément, je me retrouve dans ces sujets-là. Voilà sur le catalogue, sur la construction du catalogue, sur ce qu'on y trouve, avant de rentrer dans le processus de référencement. Donc, s'il y a des questions sur le processus de référencement, j'y répondrai plutôt dans la partie suivante. Alors, qui rentrera les données? Le patient, certes, mais aussi les professionnels, par exemple les comptes rendus d'imagerie. Si oui, y aura-t-il transmission automatique sans entrer les données manuellement? Alors, il y a effectivement les deux possibilités. Soit c'est le patient qui va rentrer des informations, données, documents. Moi, je l'ai déjà fait sur le mien, donc je peux vous en parler en tant qu'utilisateur. Et là, on est sur de la saisie. Soit il y a des choses qui remontent de façon automatique. C'est par exemple le cas du compte-rendu. Et là, on en revient aux questions de DMP, puisque le compte-rendu va remonter dans le DMP, qui est l'espace documentaire de mon espace santé. Si on est un petit peu plus fin sur cette question de compte-rendu et sur la question d'automaticité, c'est possible techniquement. Après, au sens métier, on est extrêmement attentif à tout un tas de règles, typiquement à la relation au patient, l'annonce au patient, pour pas, par exemple, qu'il y ait des comptes rendus qui remontent automatiquement avant un échange avec le patient en cas de pathologie, de maladie grave découverte. Voilà. Donc, au-delà de la technique, il y a des vraies questions d'usage, des vraies questions d'organisation médicale qui sont au centre de nos préoccupations. On revient sur l'éthique et l'exemple du compte-rendu, il est vraiment très bon par rapport à ça parce que techniquement, ce n'est pas très compliqué de faire remonter un compte-rendu, mais c'est vraiment important de se poser des questions d'usage pour que ça remonte bien, de la bonne façon, au bon moment pour le patient. Voilà pour répondre à cette question sur le compte-rendu. Merci. Les applications qui n'échangent pas de données avec mon espace santé, mais qui, par exemple, l'alimentent ou en consomment, peuvent-elles se faire référencer? Alors, de fait, si on alimente ou on consomme, on échange. Voilà. Donc, soit on est dans le cadre de l'échange de données, et à ce moment-là, on va avoir des connexions avec des API et on va revenir un petit peu plus loin, ce qui répondra aussi à la question technique de tout à l'heure. Soit on n'échange pas de données et on est sur de la publication de contenu, addicto, aide à l'alimentation, au sport, etc. Et là, on n'échange pas de données du tout. Mais soit on en échange, soit on n'en échange pas. Voilà. Et après, on va voir qu'on peut en échanger de plusieurs types avec plusieurs niveaux on va dire, de sensibilité de données. À terme, y aura-t-il une plateforme de téléconsultation ou de téléexpertise accessible? Pardon, j'ai plein de notifications qui s'affichent en même temps, c'est horrible. Une plateforme de téléconsultation ou de téléexpertise unique accessible via cet espace avec possibilité de paiement en ligne. Alors, ce n'est pas l'esprit. Et l'esprit, c'est plutôt d'en avoir plusieurs. Aujourd'hui, en France, il y a plusieurs plateformes de téléconsultation. Je crois qu'on est beaucoup d'entre nous en avons utilisé pendant ces 2 dernières années. Donc, l'idée, c'est de les référencer. Le rôle de mon espace santé et du catalogue en particulier, encore une fois, c'est l'état plateforme. L'état plateforme, c'est de mettre en œuvre les moyens pour proposer des solutions. Et du coup, les gens qui proposent de la téléconsultation vont être référencés, bien entendu, sous réserve qu'ils respectent les critères de référencement. Et donc, on aura certainement très prochainement, dans le catalogue de services, plusieurs solutions de téléconsultation. Et puis, c'est le patient qui choisira, tout simplement. Comment seront référencés les services qui n'ont qu'une portée régionale? Alors, ils passeront par le référencement national, puisqu'il y a une seule procédure. Et après, il y aura des critères de tri, il y aura des filtres où on pourra sélectionner, typiquement à proximité, dans la région, etc. Donc, le processus de référencement, il est national. Et la déclinaison vue de l'usager, elle sera contextuelle. Quand je dis contextuelle, c'est effectivement ce type de raison, mais c'est aussi, par exemple, et pour compléter sur la question précédente, c'est sur la téléconsultation. Je ne suis pas bien, j'ai besoin de faire une téléconsultation, je vais dans mon espace santé chercher une solution, et j'y vais parce que j'ai confiance dans mon espace santé, et je sais qu'en prenant une solution de téléconsultation dans mon espace santé, elle sera éthique, sécurisée,
de qualité. Et du coup, j'en aurai peut-être 3 ou 4, et puis je vais choisir celle que je préfère. Existe-t-il un démonstrateur avec des exemples d'applications du catalogue? Alors, dans quelques semaines, il y aura une présentation très probablement à la presse spécialisée avec quelques cas d'usage. Donc, on y travaille, et cette idée de démonstrateur, effectivement, elle est déjà bien avancée, elle est dans les tuyaux, et d'ici quelques semaines, il y aura ce type de présentation. Les assureurs santé pourraient-ils référencer des applications dans mon espace santé? Alors, même réponse, on en revient aux fondamentaux. Si c'est des services pour leurs usagers, du contenu, et que ça respecte les critères de référencement, il n'y a pas de raison de ne pas les référencer. Une solution pro a-t-elle sa place dans mon espace santé? Si elle offre à un moment une fonctionnalité ou une interface au patient, oui. Si c'est que du pro, B2B, je mets des guillemets, mais on a tous l'habitude de ces acronymes, ce sera plutôt dans le bouquet de services qui va arriver plus tard. L'ensemble des critères de référencement dans le catalogue de services sont-ils publics? Alors, ils sont quasiment tous publics aujourd'hui. On a la publicité sur sans échange de données, avec éthique, et on est en train de finaliser toute la partie sécurité liée à l'échange de données. Donc, c'est difficile de donner un pourcentage, parce que si on raisonne en termes de pourcentage, la très très grande majorité sont déjà publiques et accessibles depuis le 16 décembre, depuis le CNS où on les a rendus publics. Après, en termes de contenu, de travail pour les industriels, en fonction de là où on en est en termes de sécurité, c'est un petit peu différent. Donc, c'est compliqué de donner un pourcentage, une proportion, mais en tout cas, la plus grande partie aujourd'hui des critères sont publics. Est-ce que le dossier pharmaceutique sera intégré à mon espace santé? Même réponse. S'il y a un moment la visibilité pour le patient, il pourra être intégré au catalogue de services. Voilà. Si c'est que du pro, il faudra attendre le bouquet de services au professionnel. Est-ce qu'une même société peut faire 2 demandes de référencement pour 2 applications différentes destinées aux patients qu'elle développe? Bien sûr. On est dans une logique de produit. On n'est pas dans une logique de société. On en revient toujours au patient. Ce que le patient va voir, c'est des produits. Et donc, il va avoir tel produit pour tel usage, tel produit pour tel usage. Ici, c'est la même société. Je dirais peu importe. Doit-on nécessairement interagir à date avec mon espace santé pour y être référencé, ou peut-on l'être sur foi de notre roadmap? Alors, il faudra apporter sur certains critères d'épreuve. Et là aussi, je vais détailler ça dans le processus de référencement. Mais déjà, le service doit être en fonction. Et typiquement, sur les questions de sécurité, si on échange de la donnée, il faudra apporter des preuves, des conditions de sécurité qu'on met en œuvre en se connectant à mon espace santé. Donc, sur la foi d'une roadmap, non, ce n'est pas possible. Les solutions de télésurveillance qui postuleront pour rentrer dans le droit commun passeront-elles par le processus de référencement catalogue de services de mon espace santé et le bouquet de services des professionnels? Alors, réflexion en cours, on y travaillait pas plus tard qu'hier. Il y a des points de convergence. Très probablement pour la partie application. Alors, il y a la partie télésurveillance en elle-même, qui fait l'objet d'une réglementation à part, qui fait l'objet de remboursement. Mais d'avoir effectivement de référencer les apps en relation avec les applications de télésurveillance, oui, c'est dans la logique. La lecture et l'écriture des données concernent-elles le dossier médical, MS Santé, ainsi que les bouquets de services? Est-ce un modèle open data ou via des licences? Et l'échange des données est-il ouvert à toutes les parties prenantes, industriels, assureurs, etc.? Alors, il y a énormément de questions dans cette question-là. Il y a plusieurs questions auxquelles je réponds dans la partie suivante, donc je vous propose de traiter ces sujets dans les slides après, parce que la plupart ont des réponses dans la partie suivante. Les services proposés au catalogue sont destinés à tous, mais certains sont conditionnés à l'achat d'un objet, par exemple une balance connectée, ou la signature d'un contrat, service de prévention d'une complémentaire santé réservé à ses clients. Ces services seront-ils autorisés? On en revient à l'éthique. Et l'exemple de la balance, il est excellent. On peut très bien avoir des balances connectées qui se font référencer, et donc qui vont pouvoir aussi échanger de la donnée avec mon espace santé.
Moi, en tant que citoyen, je suis complètement libre d'acheter un dispositif qui va être référencé et donc qui pourra interagir avec mon espace santé, ou d'acheter un dispositif qui n'est pas référencé. Voilà. Donc oui, bien sûr, à partir du moment où on respecte les critères et que c'est fait de façon éthique, notamment sur le modèle économique, il n'y a pas de raison de ne pas être référencé. Est-ce un premier pas vers un remboursement ou une prescription des applications de santé comme cela se fait dans d'autres pays depuis longtemps, comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne par exemple? Alors, c'est un peu tôt pour répondre à cette question. Ce qui est clair, c'est que si on regarde toute la roadmap et la feuille de route et ce qu'on fait aujourd'hui au niveau du ministère, on est dans une logique d'accompagnement de l'écosystème, et c'est aussi le cas de la télésurveillance et du remboursement anticipé, lié à des logiques d'opposabilité. Donc, on offre un cadre réglementaire, et qui dit cadre réglementaire dit accompagnement de la mise en place de ce cadre, et donc l'ouverture du store, mais aussi opposabilité. Donc il y a une forme de logique par rapport à ça, mais on n'en est pas exactement là. Je te propose de prendre une dernière question. Est-on sûr que c'est le patient qui choisit la solution de téléconsultation? N'est-ce pas plutôt le médecin ou le professionnel de santé qui choisit la solution de téléconsultation avec laquelle il va téléconsulter son patient? Alors c'est une excellente question. Et en fait, ça englobe deux sujets. Ça englobe le catalogue de services et ça englobe la relation au patient. Et il faut vraiment dissocier les deux. Le rôle de l'État, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà. Et donc, on va référencer les solutions de téléconsultation, libre choix au patient. Après, forcément, si le médecin il a l'habitude d'utiliser plutôt une plateforme, il va demander à son patient d'utiliser plutôt cette plateforme. Mais c'est déjà le cas, en fait. Finalement, ça se fait de cette façon-là, sans mon espace santé. Donc, mon espace santé et le catalogue ne va pas changer ça, parce que ça relève de la relation entre le médecin et son patient, qui va lui dire, écoutez, aujourd'hui, ne venez pas au cabinet, on le fait plutôt en téléconsultation, et c'est plutôt de cette façon-là. Là où ça va être intéressant, c'est que du coup, le médecin va vouloir le faire sur des solutions référencées, parce que ça offre des conditions de confidentialité et de sécurité qui ne sont peut-être pas aujourd'hui complètement réunies dans tous les cas. Du fait de la crise, on sait qu'il y a eu des usages sur des moyens grand public de visio qui ne sont pas des solutions de téléconsultation. Et donc forcément, ces usages-là vont mécaniquement disparaître parce qu'on va se rabattre sur des solutions qui respectent notamment la partie confidentialité. Et par rapport à ça, c'est très vertueux. Allez, une dernière et on passe à la suite. Avez-vous besoin d'un hébergeur de données de santé certifié HDS ou autre? Le prestataire a-t-il déjà été sélectionné? Alors là, on en revient à mon espace santé de façon générale. Mon espace santé, c'est Atos qui opère, c'est de l'hébergement de données français, c'est en France, les serveurs sont en France. Et sur la partie DMP, sur laquelle on s'appuie, c'est Worldline, donc là aussi, c'est en France, c'est des choses qui sont publiques. Rien de nouveau par rapport à ça, on s'appuie sur l'existant. Merci, je te propose de passer à la troisième partie. Volontiers. Quatrième. Voilà, quatrième, merci Elodie. Donc, on a vu la stratégie, on a vu mon espace santé, ce que ça représente pour le citoyen comme avancée, le catalogue, ce qu'on va y trouver, à quoi ça sert, et maintenant, comment on y rentre, parce que quand on a vu tout ça, comment on fait pour y aller tous ensemble. Alors, on travaille sur des critères. On l'a vu, j'ai déjà commencé à répondre à des questions sur ces sujets-là. Et tous les critères qu'on a choisis, ils sont nombreux, mais ils s'appuient sur 3 objectifs principaux. Confiance. Voilà, donc tout ce qu'on a mis en place en termes de critères, sécurité, RGPD, interop, éthique, etc., ça doit donner de la confiance aux usagers patients, mais bien entendu aux médecins aussi. Il y a un enjeu de trajectoire de convergence vers la doctrine du numérique en santé. On est sur un marché où il y a beaucoup d'acteurs, des gens qui arrivent, des gens qui sont là depuis plus longtemps, qui ne partagent pas tous le même niveau de maturité par rapport à la doctrine en santé. Et si à un moment, on veut partager le même écosystème, la même maison, voilà, tout simplement, si on veut tous habiter dans la même maison, il faut partager les mêmes règles. Et donc l'idée, progressivement, c'est d'amener tout le monde à partager les mêmes règles, et donc c'est l'idée de ce qu'on fait. Donc on est sur quelque chose qui va progresser dans le temps, on n'est pas sur quelque chose de figé, et ces critères vont être amenés à évoluer, et c'est le troisième point,
On est parti sur des niveaux d'exigence très réalistes et cohérents sur certains sujets, typiquement les formats documentaires ou le référentiel de téléconsultation, télémédecine qui sont assez récents. On ne va pas rendre tout obligatoire au départ, on va demander certaines parties essentielles. Bien entendu, sur des questions de sécurité, d'éthique, on fera, voilà, il n'y aura pas de, comment dire, la marche elle est telle qu'elle est, il faut la franchir, mais typiquement sur des formats documentaires, aujourd'hui, on va plutôt demander du CDA N2 R1, et puis après, on va aller vers du R3. Donc, on est dans cette logique de gradation pour amener tout le monde au même niveau de maturité et donc pour tous habiter confortablement la même maison. J'ai répondu à la question tout à l'heure, mais je reprécise ce point. Au moment du dépôt de la demande de référencement, les services doivent être utilisables. On n'est pas là pour référencer des promesses ou des roadmaps, même si elles sont vertueuses et même si elles vont être réalisées. On est là pour apporter des services aux usagers et on va demander des preuves sur la partie éthique, sur la partie sécurité pour l'échange de données, donc il faut que ce soit utilisable. Sur la partie documentation, très prochainement, on va ouvrir un portail où on va regrouper toute la documentation. Aujourd'hui, c'est pour partie côté GIE César Vital, pour partie ANS, et dans les supports, vous aurez les adresses. Sur le référencement, il est valable initialement pour 1 an, ce qu'on appelle le référencement initial. Après, on a une logique de renouvellement. Donc, si le référencement est accepté, au bout d'1 an, il est renouvelé. Et donc, on part pour une période de 3 ans. Pourquoi sur cette période de 3 ans? Parce qu'on sait que pendant 3 ans, et on revient à la logique de trajectoire, la doctrine va évoluer, l'écosystème va évoluer, le temps s'accélère, et donc, au bout de 3 ans, il faudra repasser un référencement avec 2 règles qui auront évolué. Voilà sur on va dire les grands piliers du référencement. Du coup, là aussi, on a commencé à aborder directement le sujet dans les questions. Il y a 2 types de procédures. Il y a un cadre général et 2 types de procédures. Soit un service sans échange de données, voilà, et donc la solution sera publiée sur le catalogue de services, référencée sans échange de données. Application ou site internet, je vous parlais de bien-être tout à l'heure, je vous ai parlé de médecine du sport, et bien on a un exemple assez précis, un renforcement musculaire et étirement de santé du dos. Donc, on va pouvoir trouver ça, on va pouvoir trouver de la nutrition, on va pouvoir trouver tout un tas de sujets en relation avec le bien-être et du contenu. On est dans le cas d'un référencement simple. Soit on propose un service avec échange de données, lecture-écriture, là aussi ça faisait partie des questions tout à l'heure. Et là, on va être beaucoup plus exigeant, notamment sur les questions de finalité des données, RGPD bien entendu, puisque ce n'était pas le sujet avant, et les questions de sécurité. Donc, il faut vraiment que la finalité du traitement des données corresponde à de la prévention, du diagnostic, du soin ou du suivi médico-social. Voilà. Et idem pour la question d'autorisation d'utilisation des données. On est dans un cadre très précis du référencement. Et donc, avec l'obligation de déclarer la finalité des traitements. Voilà. Et quand on est dans ce cadre-là, on peut échanger de la donnée avec mon espace santé, typiquement du poids, ou des documents, ou des rendez-vous, comme cela a été évoqué dans les questions tout à l'heure. Un tout petit focus sur la partie technique sans aller très loin, parce que ce n'est pas forcément l'objet de la discussion aujourd'hui. Il va y avoir 6 API. Une première API, qui est une API d'appariement, donc qui va permettre la synchronisation d'un compte Mon Espace Santé avec un compte utilisateur. Voilà, et on va pouvoir gérer la partie identité. Et puis après, on va rentrer dans l'échange de données avec 5 blocs, les mesures de santé, les documents, l'agenda, des données patients, type administratif. On peut imaginer, par exemple, de la préadmission. Voilà, si on a tout renseigné dans son espace santé, le jour où on est admis à l'hôpital pour une intervention, forcément, la préadmission sur le portail patient va être beaucoup plus rapide. Et la vaccination. Voilà sur les API. Sur la partie appariement, c'est du FHIR. La question a été posée tout à l'heure. Et maintenant, le processus lui-même, la déclinaison. Alors, de façon statique, et puis après, on verra l'enchaînement des actions. Et là, je vais y passer un peu plus de temps, et j'imagine qu'il y aura aussi pas mal de questions par rapport à ça. Suis-je concerné? On a évoqué le sujet tout à l'heure. Voilà, est-ce que je fais des dispositifs, des solutions, des services à destination des usagers? Voilà. À ce moment-là, je vais dans Genius. Et dans Genius, il y a un petit parcours
qui, en répondant quelques questions, va permettre de répondre à cette question et on va savoir qu'on est concerné. Voilà. Une fois qu'on sait qu'on est concerné, et la plupart d'entre vous qui sont là aujourd'hui avec nous le sont, la deuxième question, c'est est-ce qu'on est conforme à la doctrine du numérique en santé? Et on retrouve la maison. Donc, ce qu'on doit faire à cette étape-là, c'est prendre connaissance de la documentation, s'inscrire sur le site du GIE. Donc, j'insiste sur cette étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous fais une présentation des différentes étapes. On est sur quelque chose d'assez macro. On a sur le site du GIE un guide de plusieurs dizaines de pages où il y a chaque étape est détaillée de façon très fine. Et donc, la première des choses à faire quand vous dites « Ok, j'ai compris, je vais être visible par plus de 60 millions de Français, je vais échanger de la donnée, je vais créer des services, je vais avoir une relation à long terme avec les citoyens, j'y vais », il faut aller sur le site du GIE, vous téléchargez la documentation et en même temps, vous allez sur le site de convergence de l'ANS, vérifier votre conformité à la doctrine. Pour vérifier votre conformité à la doctrine, vous vous inscrivez sur Convergence, vous empruntez le parcours référencement Mon Espace Santé. Donc pour ceux qui connaissent Convergence, c'est important de bien rentrer dans le parcours parce qu'on a des questions spécifiques et notamment des questions d'éthique. Donc, on a pris connaissance de la documentation, on a fait Convergence, on est au bout du parcours, on a téléchargé les preuves éthiques qui sont déjà demandées aujourd'hui, tout est publié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire du référencement sans échange de données depuis le 16 décembre, c'est possible. Voilà. Et très prochainement, vous allez trouver un questionnaire complémentaire sur les preuves sécurité qui permettent de faire de l'échange de données. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut extraire les résultats et on s'adresse au GIE pour rentrer dans la partie opérationnelle du référencement. Je vais détailler les étapes dans la slide d'après. Avec la demande, l'acceptation de la demande, évaluation de la demande, des tests techniques, un avis de la commission de référencement et prise de décision, et in fine, le ministre qui signe et le référencement qui est actif. Du coup, si on fait ça de façon, et là je suis dans la troisième partie, hein, on a pris connaissance, et donc on va télécharger les Swagger, on va rentrer vraiment dans cette dimension-là, et puis on déroule toutes les étapes que je vous ai détaillées jusqu'à la 5e étape, qui est la partie complétude des tests. Et donc, on retrouve en bas de la slide les adresses, en plus de Convergence et de Genius que je vous ai donné dans la page précédente, le GIE Sésame Vital pour télécharger le KID, et les questions, le centre de service Sésame Vital. Voilà pour les différentes étapes que vous avez sous les yeux. On a vu la philosophie, on a vu comment, on a vu les critères, et puis maintenant, je dirais tout simplement, lancez-vous. Et place aux questions, parce que j'imagine qu'il y en a quelques-unes. En tout cas, j'en ai vu apparaître quelques-unes. Alors, est-il possible de proposer des services aux patients qui n'ont qu'une portée locale ou régionale? Exemple, service du patient proposé par le service ORL d'un CH en particulier. Et si oui, comment cela va fonctionner si le patient a la possibilité de choisir? Très exactement. Alors ça, on va le retrouver sur les portails patients, par exemple. Donc, il y a des portails patients qui vont être mis en place par des éditeurs du secteur, qui vont être utilisés par les établissements. Et à ce moment-là, le patient pourra prendre le portail de l'établissement à côté de chez lui. Donc au début, on va tous les avoir. Et puis après, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y aura des critères de tri, de filtre en fonction de ce qu'on cherche. Et donc, on pourra chercher le portail patient à proximité de chez soi pour accéder au portail de son établissement. Donc, c'est très exactement l'idée. J'en profite, je vous ai remis dans le chat le lien sur le parcours guidé de Genius, le lien vers le portail Convergence et le lien d'un article du GIE Sésame Vital sur le référencement. Merci, Elodie. Alors, autre question. Concernant les solutions de télésurveillance, faut-il comprendre qu'à partir du moment où l'on répond aux nouveaux critères de la loi encadrant la télésurveillance, ça permettra par défaut d'être référencé dans le catalogue ou il faut avoir une démarche de référencement identique? Non, alors, c'est deux choses différentes. Il y a des points communs, notamment sur les questions de maturité de doctrine. C'est-à-dire que, pour le dire différemment, il y a des exigences côté convergence, il y a des exigences côté référentiel de télésurveillance, il y a des exigences qui se recoupent aujourd'hui. Donc forcément, si on répond aux unes, on répond aux autres. Il y en a qui vont évoluer dans le temps. Donc il n'y a pas de, comment dire,
Il n'y a pas d'équivalence. Et l'un n'implique pas l'autre. Si on est sur de la télésurveillance, remboursement anticipé, etc., il faut faire toute la démarche côté référencement dans l'espace santé au catalogue, effectivement. Il n'y a pas d'automatisme. L'identification patient va via l'INS, donc l'identité nationale de santé. Pour accéder à l'application, sera-t-elle obligatoire pour être référencé? Et pouvez-vous nous confirmer que si le produit ne propose pas d'échange de données avec mon espace santé, le questionnaire sécurité n'est pas à remplir dans Convergence? Alors, il y a deux questions. Sur l'INS, à partir du moment où on s'adresse aux patients, forcément, il faut traiter l'INS. Après, sur la question de la sécurité, donc j'ai répondu à la première partie. Sur la deuxième partie, sur la sécurité, vous avez dans Convergence des questions de sécurité sans preuve. Et là, on est dans le parcours général. Si on fait de l'échange de données, on va retrouver d'autres questions de sécurité regroupées différemment avec preuve. Donc, on a bien dans Convergence des questions de sécurité pour le référencement d'applications sans échange de données, mais du coup, on est d'ailleurs même pas essentiellement, on est que sur du déclaratif. Mais ça, vous verrez, quand vous serez dans le parcours, les choses se font assez naturellement. Dans le parcours sur Convergence, vous avez également des critères qui sont obligatoires, parce qu'on a estimé, en travaillant avec l'écosystème, qu'il fallait les rendre obligatoires. C'est le cas de certains critères éthiques, par exemple. Et puis d'autres qui sont optionnels aujourd'hui, parce qu'on a estimé, en travaillant avec l'écosystème, qu'ils n'étaient pas essentiels, mais je dis bien aujourd'hui. Donc l'idée, c'est sur ces critères qui sont aujourd'hui optionnels, peut-être que dans 1 an ou 2, on les passera obligatoires. Et du coup, quand vous êtes sur Convergence, je vais un peu plus loin que la réponse à la question, mais je profite de l'opportunité pour affiner ce point-là. Il faut bien entendu répondre impérativement aux questions obligatoires avec les bons niveaux, mais c'est également intéressant pour vous, comme pour nous, de répondre aux questions optionnelles, parce que les questions optionnelles d'aujourd'hui sont peut-être les questions obligatoires de demain. Peut-on référencer une application sans échange de données et ensuite faire évoluer le service pour permettre ces échanges? Alors, excellente question et merci de l'avoir posée. Là aussi, deux niveaux de réponse. Premier niveau de réponse, si mon application permet aujourd'hui de faire de l'échange de données, je ne peux pas la faire référencer sans échange, parce qu'on en revient à l'objet de l'application et du coup, je vais revenir sur les slides, à la demande. C'est-à-dire que quand vous faites la demande, vous allez dire quel est l'objet du service. Et donc, si vous dites que l'objet du service, c'est par exemple de produire des documents, vous serez obligé d'y aller sur un référencement avec échange. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est une application, un service qui va évoluer dans le temps. Vous arrivez, votre service ne propose pas d'échange de données, et puis dans 1 an, il propose de l'échange parce que votre société a bien grandi, parce que vous avez eu beaucoup d'imagination et il vous proposez d'autres choses. Et à ce moment-là, il faudra se faire référencer avec échange. Et on en revient donc là aussi à la demande. C'est que l'objet à l'instant T de l'application n'est pas de faire de l'échange de données, mais à T+1, 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe, c'est de faire de l'échange. Et là, il faut repasser le référencement avec échange. Quelle est la durée moyenne d'un processus de référencement simple? Alors, bonne question. Il n'y a pas vraiment de durée moyenne parce que ça dépend essentiellement de votre niveau de maturité. Pour des gens qui ont l'habitude aujourd'hui de l'écosystème, qui sont là en place, voilà, sur les questions d'éthique, qui ont déjà pas mal de preuves déjà toutes prêtes, ça peut aller très vite. Des gens qui ont des bonnes solutions, des bonnes idées, des bons outils, mais qui découvrent tous les attendus. Et encore une fois, les attendus, on les a choisis pour des questions d'éthique, de sécurité, de confiance. Forcément, ça leur prendra un peu plus de temps. Donc, il n'y a pas de... Et j'en suis désolé, mais cette question, on l'a en ce moment très régulièrement. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a quelques règles, mais ça dépend essentiellement de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez le faire, du niveau de maturité et de l'énergie que vous allez y mettre. Comment se passe l'évaluation des aspects non techniques de sécurité, existence de procédures internes? Y a-t-il un audit fait par le GIE ou l'ANS? Alors là aussi, bonne question, merci de l'avoir posée. Il y a une première partie qui est le référencement initial, où il y a des aspects qui vont être déclaratifs et d'autres avec des preuves. Voilà.
Dans les 3 ans, il y a une évaluation continue. Donc, à un moment, dans les 3 ans, il y aura une évaluation de ce qui a été mis en place et donc un programme d'audit qui va vérifier que ce qui a été déclaré est bien conforme. Voilà. Et donc, il faut bien travailler sur ces 2 aspects, c'est-à-dire qu'au départ, on peut déclarer des choses en disant qu'on les a faites, tout en sachant qu'à un moment ou à un autre sur les 3 ans, quelqu'un côté ANS, le programme aujourd'hui, il est plutôt côté ANS pour les audits, va travailler avec vous pour dire, voilà, vous nous avez dit que vous les avez fait, vous avez déclaré comment que vous les avez fait, maintenant, expliquez-nous comment vous les avez fait. Voilà. Ça, c'est dans le cas où on fait du déclaratif. Par contre, quand c'est des preuves, il faut simplement produire les preuves demandées. Le meilleur exemple, c'est l'hébergement de données de santé. On va tout simplement vous demander le certificat de l'hébergeur. A-t-on la possibilité de référencer des solutions proposées par des mutuelles santé et réservées à leurs adhérents? Alors là aussi, j'ai répondu déjà en partie à la question tout à l'heure. À partir du moment où on respecte les critères, on n'a pas de vocation à dire tel autre plutôt que tel autre. Donc j'en reviens à mes 4 blocs. RGPD, finalité, éthique, sécurité, interopérabilité. Nous, c'est notre seul prisme. Et à partir du moment où on respecte ces critères-là, il n'y a pas de raison de ne pas référencer. Vous avez indiqué que les connecteurs à Mon Espace Santé sont basés sur du Fire. Beaucoup de grades ou GCS mettent en place des data lakes, des silos de données qui ressemblent à l'initiative nationale. Quelle est votre position à ce sujet? Alors, la position, elle est très simple, elle en revient. D'ailleurs, ce n'est même pas une position, c'est des choses très concrètes du quotidien. Les grades sont là pour accompagner le déploiement de ces services en région. Il se trouve que, de par l'histoire, dans certains cas, ils ont développé eux-mêmes leur solution parce que c'était un moment où peut-être il fallait le faire. Aujourd'hui, c'est très clair. Les industriels sont là pour être référencés et les grades sont là pour accompagner le déploiement sur le terrain. On les sollicite par exemple beaucoup pour le déploiement sur le Ségur, où on leur demande d'accompagner fortement les établissements. Après, si les grades ont aussi des solutions type portail, qui permettent de rendre service à des usagers, ils peuvent les faire référencer, il n'y a pas d'interdiction. Voilà. Mais la mission des grades aujourd'hui, c'est d'accompagner les usages, pas d'en développer. Quel est le lien entre les applications référencées et Mon Espace Santé pour les usagers en termes d'authentification? Est-ce que c'est un mécanisme de SSO? Et pourquoi l'authentification dans Mon Espace Santé ne passe-t-il pas par France Connect? Alors, la partie France Connect, elle est à l'étude en ce moment, donc ça fait partie des choses qu'on a dans les roadmaps. Et après, c'est un mécanisme de synchro. Si je reviens à celle-ci, c'est ici, c'est sur l'appareillement. Donc, en fait, on va s'authentifier d'un côté de l'autre, on va faire la synchro, et du coup, on retrouvera le contenu dans Mon Espace Santé, indépendamment de France Connect ou pas. Une vérification de la qualification ou non de la solution InDM est-elle prévue lors de l'évaluation du référencement? Alors, si on est sur du dispositif médical, on va retrouver ça notamment en relation avec la qualité des mesures, toujours sur la partie éthique. Donc, on ne va pas aller vérifier le dispositif lui-même. Par contre, si c'est un DM, forcément, on va demander la preuve. Avez-vous des services internes ou externes? Ouais, de façon générale, pardon, Elodie, je te coupe. On n'est pas là pour se substituer. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour refaire. C'est aussi la question du contenu. On va demander que les moyens mis en œuvre soient les bons en termes de qualité de contenu. Donc, on va demander les CV des gens qui produisent du contenu, mais on ne va pas aller vérifier nous-mêmes le contenu. Et c'est un petit peu la même chose pour les DM. C'est-à-dire qu'on va vérifier que les choses sont bien faites dans les règles, mais on ne va pas aller vérifier nous-mêmes le DM. Merci, Elodie. Avez-vous des services internes ou externes d'accompagnement pour les sociétés souhaitant intégrer un nouveau service? Tout à fait. C'est le GIE Sésame Vital pour la procédure de référencement et c'est l'ANS pour tout ce qui est conformité à la doctrine. Donc oui, bien sûr, et d'ailleurs, on a renforcé les équipes pour ça. On a fait évoluer Convergence pour ça, donc il y a eu un gros boulot des équipes ces derniers mois qui se sont à la fois organisées, ne serait-ce que sur la gestion des questions, des choses toutes simples, pour que ça circule bien et qu'on apporte des réponses rapides, et pour avoir les bons outils. Voilà. D'où le portail qui va en sortir prochainement, d'où le parcours pour le référencement dans Convergence qui a été fait de façon spécifique et qui a été publié le 16 décembre, et d'où les outils côté GIE qui sont mis en place. Donc oui, bien sûr.
Dans le futur catalogue de services, un patient pourrait trouver plusieurs applications de la même catégorie, type Apple Store de la santé. On espère, c'est-à-dire que plus il y aura d'applications, plus il y aura d'émulation, plus il y aura de choix pour le patient, et plus il y aura de succès. Donc oui. Oui, et je reviens à mon exemple de plateforme de téléconsultation. Mais si on trouve 4, 5, 6, peu importe, plateformes de téléconsultation, et que le patient a le choix, l'État plateforme aura joué pleinement son rôle. Il aura mis en œuvre les fondations nécessaires pour que des gens qui proposent des solutions puissent les proposer à tous les usagers de façon très équitable et équilibrée. Je vois que je reçois des mails me disant que les personnes veulent faire référencer leurs solutions. Bah, écoutez, on est ravis. On est ravis. Avez-vous une idée des délais avant l'accès au portail? Oui. Alors là, pour le coup, autant sur la durée, c'est vraiment dépendant de chacun, autant sur les dates, je peux vous les donner très précisément. On a ouvert pour la doctrine et pour la procédure le 16 décembre au matin. Ça, c'est fait. On a ouvert cette semaine les espaces de test pour les gens, ce qu'on appelle de l'AC, les 30 sociétés qui ont été retenues l'année dernière pour nous aider à mettre en place le process. Quand on parlait de travail en étroite concertation avec l'écosystème, il y a eu un appel à candidature ouvert. On a retenu 30 sociétés qui nous aident. Donc ces gens-là, depuis cette semaine, ils ont accès à l'espace de test des API pour valider les API. Du coup, les API vont être prêtes, allez, deuxième quinzaine d'avril, on est dans les tests, c'est parti, et ouverture du store, du catalogue de services, pardon, début juin. Alors, je vois que vous répondez entre vous aux questions, donc c'est parfait. C'est parfait. Moi, je ne vois pas. On n'a plus rien à faire. Peut-on accéder au dossier de référencement avant de faire la partie éligibilité sur Convergence? Alors, non, pour une simple raison, c'est que c'est vraiment important pour vous comme pour nous de faire le travail de maturité. Parce que typiquement, il y a peut-être des gens qui vont se dire j'y vais, et qui puis vont voir qu'au niveau maturité, ils ont encore beaucoup de travail, que peut-être ça va leur prendre 1, 2, 3 mois de plus. Et donc, finalement, il n'y a pas nécessité tout de suite à demander le dossier. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler, c'est pour ça que j'ai laissé la slide, de travailler sur la maturité, de travailler sur l'objet, de travailler sur la destination. Et après, une fois qu'on est bien, on va dire bien au clair avec tout ça, de passer à la partie dossier. Alors, une autre question sur Convergence. Peut-on recommencer un dossier sur Convergence car nous avons choisi la mauvaise option, échange de données, alors que nous n'en échangeons pas du tout à date? Bien sûr. Bien sûr, vous pouvez, on peut modifier des choses dans Convergence. Vous allez dans le menu déroulant, vous cliquez. Donc, c'est possible. Ou alors, vous faites un autre produit, peu importe, mais bien entendu, oui, dans Convergence, c'est possible. Est-il possible de référencer un portail web qui propose des accompagnements prévention type Addicto ou uniquement une application sur un store? Alors, peut-être que je n'ai pas été assez précis sur ce point-là et du coup, je vais repréciser. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée de référencer des services au sens large, que ce soit des sites web ou des applications au sens technique du terme. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de services. Et effectivement, les applications ont parfois une connotation technique, iOS, Android. Nous, ce qu'on entend par application, c'est application au sens métier. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de Santé publique France, de Tabac Info Service, Alcool Info Service. Bon, je les rencontre demain. Donc oui, à partir du moment où on offre des services et du contenu, peu importe le support technique. Alors, question technique, comment avoir accès aux Swaggers? Alors, pour avoir accès aux Swaggers, il faut avoir vérifié sa conformité, il faut avoir fait la demande. En fait, vous allez avoir un formulaire de pré-demande, et notamment c'est là qu'on fournit la partie convergence, l'extract de convergence. Après, on fait le dossier, et une fois qu'on est à cette étape-là, on peut avoir toutes les documentations, les accès à tous les espaces, et donc les Swaggers. À partir de juin, est-ce qu'il y aura une alimentation en continu du catalogue ou déjà des ajouts planifiés selon un calendrier défini? Excellente question, merci aussi de l'avoir posée. On est dans une démarche itérative, ça passe par une commission. Vous l'avez là dans l'étape 5, je vais la repasser aussi sur une logique un petit peu plus temporelle.
Et donc, une fois que la commission a donné son avis, vous êtes référencé. La commission, aujourd'hui, on a prévu de la tenir une fois par mois. Donc, il y aura des ajouts une fois par mois sur le rythme qu'on a imaginé aujourd'hui. Maintenant, s'il y a beaucoup et que ça nécessite, on ne s'interdit pas de la tenir plus régulièrement. En tout cas, aujourd'hui, la logique, elle est plutôt mensuelle. Parfait, puisque la question d'après, c'était y aura-t-il des commissions périodiques? Tu anticipes les questions. Merci. Donc, la commission, je vais en dire un tout petit mot. C'est des personnalités qualifiées. Donc, il y a une personne sur l'Interop, des gens sur l'éthique. Il y a 2 citoyens, les fameux citoyens qui avaient été tirés au sort pour nous aider à élaborer mon espace santé. On les a sollicités. Il y en a 2 qui viennent avec nous dans la commission. C'est très important pour nous. Voilà, donc chaque métier est représenté. Il y a des gens forcément de la sécurité. Les dossiers sont instruits. Un rapporteur instruit les dossiers pour la commission et la commission propose un avis. Aujourd'hui, toutes les personnalités sont identifiées. On est dans la partie juridique et la première commission se tiendra début avril. Alors, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'essaie de voir si j'ai pas. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. À quoi sert le MOS si le FHIR est la norme utilisée pour l'interop? Alors, je ne répondrai pas à toutes les questions techniques, même si j'en maîtrise la plupart pour être certain de ne pas dire de bêtises. Mais effectivement, en tout cas, sur la partie accrochage, on est sur du FHIR. Après, il me semble que pour le reste aussi, mais voilà, je n'irai pas trop loin dans la technique, n'ayant pas tous les éléments en tête avec précision. Mais par contre, si je veux bien récupérer la question par mail, on y répondra précisément. Bien sûr. Donc, Nicolas, on vous en ouais, ça, par contre, vous avez la totalité des informations dans le dossier quand vous accéderez à l'inscription. Le GIE Sésame Vital a publié le guide du référencement au catalogue de services de Mon Espace Santé. Ce guide est-il public? Et dans la négative, qui peut faire une demande auprès du GIE? Alors, effectivement, on y a travaillé ensemble avec le GIE. On a souhaité le mettre dans l'espace privé du GIE, pas pour des raisons de confidentialité, uniquement pour avoir une relation directe avec les éditeurs qui le demandent. En fait, très, très pratiquement, comment on fait? Tous les lundis matins, moi, je reçois le nombre de guides téléchargés, par quelle société. Tous les lundis matins, j'ai également le relevé des coteurs côté convergence, et ça permet vraiment d'avoir un suivi très personnalisé de chaque structure. C'est important pour nous de rentrer dans une logique d'accompagnement, et c'est l'objet même de cet échange aujourd'hui. Et donc, c'est important pour nous de savoir qui télécharge le guide, encore une fois. Pas pour des raisons de confidentialité, mais vraiment pour des raisons de proximité et d'accompagnement. Bon, voilà. Pour avoir le guide pour conclure, il faut vous inscrire sur le site du GIE. Par rapport au bouquet de services pour les professionnels que vous avez cité, aujourd'hui, il existe un catalogue d'applications sur l'appli ICPS de l'ANS. Allez-vous en faire un deuxième via Mon Espace Santé ou est-ce celui de la ICPS qui va s'étendre? Trop tôt pour répondre. Ça fait pas, voilà, c'est des hypothèses de travail, mais trop tôt pour répondre. Aujourd'hui, le formulaire préalable pour demande de référencement sur Genius n'est pas accessible. Quand le lien fonctionnera-t-il? Alors, ce n'est pas la demande de référencement. En fait, ce qui n'est pas encore accessible, c'est le portail, j'en ai parlé tout à l'heure dans une des slides. En fait, aujourd'hui, vous avez une partie qui est la maturité côté convergence, l'autre partie qui est côté GIE, et on va rassembler tout ça sous une même bannière, et c'est cette même bannière qui n'est pas encore publiée, mais par contre, les contenus, eux, sont bien publiés. Voilà. Et le portail, normalement, c'est incessamment sous peu. Mais ce qui ne change rien au fait que les contenus sont publiés d'un côté ANS pour convergence et de l'autre côté GIE pour le processus lui-même. Quel est l'impact sur le patient si une application est déréférencée? Alors, déjà pour arriver au déréférencement, et je vais en parler un petit peu, voilà, il y a quand même une démarche. C'est-à-dire que si jamais, et je reviens sur l'évaluation continue, peu importe si ça provient du terrain ou si c'est nous, dans la logique d'évaluation continue, qui constatons des écarts. Mais dans un premier temps, on va échanger avec l'éditeur. Donc, on engage la discussion, on travaille ensemble sur les points qui restent à voir ensemble. Et puis, en fonction de la façon comment ça se passe, on peut être un peu plus exigeant. Et puis, si vraiment ça se passe mal, et puis si vraiment il n'y a pas de réponse, et si vraiment on ne peut pas y arriver et que ça met en risque les services qu'on propose, et j'en reviens à la confiance, à l'éthique, à la sécurité, à l'interop, à ce moment-là, on peut aller effectivement jusqu'au déréférencement.
Si l'application est déréférencée, elle ne sera plus accessible à l'usager. Je dirais quelque part c'est normal puisqu'elle ne remplissait pas les conditions. Par contre, les données qui auront été envoyées, elles sont dans mon espace santé. C'est les hébergeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut bien faire la différence entre les données qui auront pu être envoyées et le service lui-même qui sera déréférencé. Alors, on me demande si les critères de référencement sont publics. Donc, j'essaie de vous retrouver le support du CNS de décembre. Non, ouais, alors je vais y répondre hein, pour vous donner des explications. Donc, oui, ils sont publics puisque c'est Convergence. Les seuls qui ne sont pas encore publics, qui sont en concertation à la fois avec les services de l'État, mais aussi avec les éditeurs qui ont travaillé à l'appel à contribution, toujours dans cette logique de trouver le juste équilibre entre l'exigence de sécurité, de qualité qui est essentielle pour la puissance publique et le fait que les éditeurs peuvent y répondre. Donc, en dehors des critères sécu spécifiques à l'échange de données, tout le reste est public effectivement depuis le 16 décembre. Ouais, j'ai retrouvé le support, je l'ai mis dans la réponse de la question de Sylvie. L'accompagnement des usagers à l'utilisation des solutions est-il un des éléments d'analyse du référencement? Alors, pas directement. Là, en fait, on revient à mon espace santé. Et finalement, le catalogue, c'est une partie de mon espace santé. Et donc, l'accompagnement, finalement, il ne doit pas se limiter au catalogue, il doit être beaucoup plus large. Donc, l'accompagnement se fait au niveau de mon espace santé en général, qui intègre le catalogue. Après, si les industriels, si les éditeurs veulent proposer un accompagnement, libre à eux, ça fait partie de l'offre de service, mais ce n'est pas le rôle de la puissance publique. Dans le questionnaire éthique, il est fait mention d'un éco-score. Comment se le procurer? Alors, sur l'éco-score, on travaille avec une société qui est en train de mettre en place le dispositif, qui sera là aussi en production, on l'a testé toujours dans le cadre de l'AAC, qui sera en production pendant quelques semaines. Et donc là, on fera signe aux gens qui sont dans le parcours, qui en sont là, de la mise en ligne de l'éco-score. Mais on passe par une plateforme, c'est-à-dire qu'on fait un tas de tests avec une plateforme et ça renvoie un éco-score. Quelles mesures sont prévues pour favoriser le recours au catalogue de l'ENS, mon espace santé, plutôt que d'aller simplement chercher une application sur Google ou sur les stores classiques? C'est tout simplement pas les mêmes usages, pas les mêmes services, pas les mêmes cadres. Et c'est au citoyen. Si le citoyen il veut un service avec la garantie de l'État et encore une fois, la capacité d'échanger de la donnée, il va dans mon espace santé. S'il veut juste télécharger une app et pourquoi pas confier ces données à une tierce partie dont il ne sait pas où seront les données et qui n'a pas la reconnaissance de la puissance publique, c'est son choix. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. De toute façon, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on vous répondra par mail. Le support de présentation est déjà en ligne et le replay, vous allez le recevoir par quelques minutes par mail et il sera en ligne également demain ou après-demain. Voilà, merci beaucoup Jean-Marc. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Voilà, n'hésitez pas, on est à votre dispo et puis à très vite pour de nouveaux webinaires. Merci à tous. Effectivement, c'est le début d'un échange et d'une co-construction. Donc, on est à votre disposition à la fois pour les questions et pour être référencé. Merci, Elodie. À bientôt. Au revoir, à bientôt.